idées à la Gaîté Lyrique, sur des thèmes qui résonnent très directement avec ce que fait la Gaîté Lyrique et surtout avec l'actualité de la création de la liberté de la presse. Il y a un an exactement, nous accueillions ici la Nuit des idées dans le cadre d'un festival qui s'appelait Lanceurs d'alerte. C'est vous dire combien la question de la résistance à la censure, de la liberté de circulation de l'information était au cœur de nos préoccupations à travers un prisme artistique, et c'était au moment même où le président Obama a annoncé la libération de Barry Manning, Chelsea Manning. Je vais commencer par une phrase d'animateur de jeux télévisés. On vit vraiment une époque passionnante, une époque formidable. Une actrice de Hollywood, Meryl Streep, lors de la cérémonie des Oscars, rend un hommage appuyé à la liberté de la presse et poursuit dès qu'elle le peut. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de nationalité portugaise, prend des mesures pour l'application du droit international, et dans quelques semaines, il y aura une réunion de tous les responsables de la sécurité des journalistes dans les différentes agences onusiennes. Le pape François, hier, compare les fake news aux fruits défendus et fait une apologie de la vérité au sens journalistique qu'on n'a sans doute jamais entendu de la part d'un souverain. L'information sponsorisée par toutes sortes d'intérêts déguisés. C'est un grand danger. Il y a un basculement, un risque de basculement de certaines démocraties. La Pologne, la Hongrie en Europe. Jamais les médias n'ont été autant critiqués, et avec parfois des critiques qui sont à des niveaux qui deviennent illégitimes. La critique en soi est légitime dans des démocraties. Un essayiste américain disait il y a près d'un siècle, c'était un grand journaliste, un grand essayiste, Walter Lippmann, que la crise actuelle de la démocratie occidentale est au sens strict une crise du journalisme. Bref, la question du journalisme est plus que jamais au cœur de nos sociétés. Mais au moment où tout paraît perdu, où on devient franchement pessimiste, voilà des éléments pour avoir un regain d'optimisme très fort. Des journaux secrets, y compris sur le papier. Vous savez, cette vieille forme de propagation de l'information créée par Gutenberg et qu'on croyait mise à mort par Larry Page et Sergey Brin. Un Premier ministre français raconte sa prise de fonction dans un live magazine, nouvelle forme journalistique. Et des journalistes travaillent ensemble dans le cadre du journalisme collaboratif, que des journalistes surpassent leurs égoïsmes pour travailler de manière collaborative, voilà qui est aussi extraordinaire. Et puis la nuit de la presse, la première nuit de la presse dans le cadre de la Nuit des idées, survient à ce moment-là, avec des réflexions ce soir, et nous les mènerons ensemble, et merci d'être aussi nombreux, et je remercie y compris ceux qui ne nous entendent pas, parce qu'ils sont toujours dehors, et que la salle s'est remplie immédiatement. Nous allons débattre de l'intégrité du débat public, de sa fertilité, du rôle particulier du journalisme attaché aux vérités factuelles, de comment on arrive à maintenir, dans un pays comme la France, dans d'autres pays, ce rôle de tiers de confiance. Vous avez raison, je voulais venir, et c'est vrai qu'on vit une époque assez incroyable, parce que j'ai couru d'Angoulême au festival de la bande dessinée, et c'est vrai qu'il y a de quoi avoir un sacré espoir quand on voit ce qui se fait sur le papier encore, à la fois dans des bandes dessinées absolument extraordinaires qui sont un peu des lanceurs d'alerte d'une certaine façon, et les fanzines où ils disent beaucoup de choses, et donc oui, c'est assez étonnant. Et je tiens effectivement à vous remercier pour cette initiative. Une nuit de la presse au cœur de la nuit des idées, c'est vraiment une double façon de s'engager, de faire vivre le débat, circuler les idées. La France est pleinement dans son rôle, et bravo à toute l'équipe de l'Institut français à Paris et dans le monde entier d'ailleurs. Et bravo pour ce que vous faites, et merci à la Gaîté Lyrique, où je reviens avec grand plaisir, que je connaissais, mais je reviens avec grand plaisir, et qui est toujours là quand il y a une initiative, un débat à faire vivre dans la cité. Cher Christophe, je veux ici saluer votre travail. Vous êtes les témoins, ceux qui ont empêché l'oubli. On a eu plusieurs fois l'occasion de se voir, de se rencontrer, d'échanger. Mais en France aussi, vous veillez pour que jamais la liberté de presse ne recule. Et c'est le socle de notre démocratie, une des conditions de son plein épanouissement. Comme toutes les libertés, elle est fragile, et le rôle de l'État est justement d'y veiller. Veiller, ça ne veut pas dire s'ingérer.
je ne parlerai pas non plus de bienveillance, mais plutôt d'exigence. Vous m'aviez invité avec Pierre Aski à l'avant-première, et vous l'évoquez, des Pentagon Papers de Steven Spielberg, où justement Meryl Streep joue un rôle absolument magnifique de femme digne, combattante, et qui prend vraiment en responsabilité son rôle, un hymne à la liberté de presse. Et je dois dire qu'elle a sorti chacun, en tout cas journalistes, politiques, nous étions rappelés en quelque sorte à nos devoirs. Votre devoir d'informer, notre devoir de garantir la liberté de la presse, votre devoir de croiser les sources, le devoir du législateur de protéger l'indépendance des rédactions vis-à-vis des puissances, puisqu'il s'agit de cela, des puissances financières vis-à-vis de l'actionnariat. Notre devoir de veiller à la fiabilité de l'information, de combattre les fausses nouvelles, avec les outils législatifs qui sont les nôtres. Je reviens à cette question des fake news, une préoccupation pour les démocraties, vous venez de l'évoquer. Même le pape François s'est exprimé là-dessus. Un journal en a fait toute son actualité aujourd'hui. C'est bien pour ça de voyager, parce que ça permet du coup de voir ce que la presse dit pendant ces voyages en train. Pour moi, c'est évident, c'est le contrôle économique. Mais souvent, les deux vont de pair. Moi, par exemple, je suis cofondatrice et présidente d'un média indépendant qui s'appelle lesjours.fr. Et notre principal souci, c'est un souci économique. Comment être aujourd'hui indépendant, c'est-à-dire se libérer des forces de l'argent, qui est le sujet de notre débat. L'économique et le financier. Ma conviction, c'est que les dangers qui pèsent sur la presse sont de toute nature, politique et économique. Je dis ça parce qu'en France, j'ai moi la conviction que la presse est malade de deux choses. Elle est malade du présidentialisme, de la concentration du pouvoir et du fait que la presse, en France, contrairement à la culture démocratique américaine, n'a jamais eu de légitimité. La presse est à la botte. La bonne presse, c'est un débat télévisé que je trouve concernant pour qui est récemment le chef de l'État sur France 2. Pour moi, c'est la négation de la presse indépendante. C'est la presse qui obéit. Et je trouve que c'est indigne d'une démocratie quand les choses se passent de cette façon-là. De la même façon que c'est indigne d'une démocratie quand l'État, pardon Madame la Ministre de le dire, prétend légiférer sur la nature des informations. Ce n'est pas la puissance publique de le faire. Par ailleurs, il y a l'autre danger gravissime qui sont la perte d'indépendance des journaux. C'est un mal terrible. Souvenons-nous qu'à la Libération, toute la presse est libre, indépendante, parce que pour une raison, pardon, vous connaissez les belles citations de Victor Hugo, le droit de vote et la liberté de la presse sont deux valeurs consubstantielles. On ne peut pas voter si on vote à l'aveugle. Il faut être informé pour voter. Et donc, voilà, de penser qu'on est dans un pays, je termine là-dessus, où toute la presse appartient à des oligarques richissimes, dont la presse n'est pas le métier, qui le font dans des logiques de connivence et non pas, voilà, je trouve, avec des effets éditoriaux gravissimes. On voit les licenciements pour motifs politiques à l'Obs, on voit les censures, on voit, comment vous dire, la manchette du Parisien d'hier, alors qu'il y a 3000 licenciements chez Carrefour, on voit la figure avenante du PDG de Carrefour, formidable, on peut changer la distribution. Voilà, c'est... En fait, non, parce que avoir une vision de la propriété des médias en Turquie, je pense qu'il y a pas mal d'aspects qui ressemblent au système français. Une dizaine d'entrepreneurs qui ont investi dans le secteur des médias pour amplifier leur pouvoir, parce que justement, ce sont des investisseurs dans d'autres domaines, d'accord, mais je pense que là où ça va pas en Turquie, c'est que la Turquie est parvenue à créer, à partir de ces 10 entrepreneurs, à monopoliser le contenu. C'est-à-dire, sur le plan idéologique ou sur le plan de proximité financière ou intérêt financier, on est d'accord à monopoliser le contenu et donc à ne pas
contredire Erdogan, le président. C'est ce que Laurent Mauduit vient de dénoncer, justement. Tout à fait, mais il y a eu des groupes de médias en dette pour lesquels Erdogan a clairement désigné des hommes d'affaires pour qu'ils les rachètent, parce qu'il leur avait déjà offert la construction du 3e aéroport d'Istanbul ou la construction du le 3e pont du Bosphore. Donc, du moment que le secteur ne va pas entre les mains de l'opposition, d'autres milieux récalcitrants, etc., voilà. Et les exemples, peut-être du moins, sont beaucoup plus importants. Merci. Christophe Deloire. Alors, protéger la liberté de la presse, la garantir, est-ce que ça commence justement par protéger les journalistes des puissances de l'argent ? Ça commence par beaucoup d'endroits. En tout cas, c'est avoir une approche globale, parce qu'effectivement, la question, c'est d'arriver à faire en sorte que les structures rédactionnelles puissent travailler librement. Et librement, ça veut dire que leur objectif, ce soit dans le cas échéant d'une ligne éditoriale, de rechercher la vérité sans être entravé d'une certaine manière ou influencé, que ce soit par un propriétaire, un annonceur ou un corrupteur direct, comme ça peut arriver aussi parfois. Il y a aussi ce mode de corruption, y compris dans des pays occidentaux. On est passé en France d'un système à l'autre. C'est-à-dire, si on regarde bien, même de manière très concrète, il y a quelques années, il y a encore 10 ans, les grandes émissions d'investigation à la télévision, elles étaient sur une chaîne privée, sur Canal+, et elles contestaient le pouvoir politique. Elles enquêtaient sur le pouvoir politique. Aujourd'hui, l'émission d'investigation la plus notable, elle est sur le secteur public, sur la télévision publique, et elle enquête sur le monde de l'économie. Et je pense que dans ce basculement des émissions d'investigation, il y a le récit quand même d'un changement profond en France. La question des oligarques dont parlait Laurent, c'est une question fondamentale. C'est un phénomène absolument mondial. Si on regarde des grands empires médiatiques, privés, dans le cadre de concentration verticale, dont parlait Laurent, sont en train de se constituer partout. Pas seulement, alors on a une vision française, mais c'est le cas dans des pays où la liberté de la presse est incomparablement inférieure à celle de la France, c'est le cas en Chine, c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Russie, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Amérique latine, partout. Et au Mexique. Et au fond, pour répondre à la question, de manière absolument globale, au fond, les dangers ils sont équivalents. On pourrait rajouter d'ailleurs les pouvoirs religieux dans certains pays, et pas simplement dans les États religieux. Dans un pays comme le Brésil, aujourd'hui, il y a une emprise de mouvements religieux évangélistes sur les médias qui est extrêmement préjudiciable à la liberté de la presse. Et s'agissant des oligarques, Reporters sans frontières, il y a 2 ans, publié un rapport « Médias, les oligarques font leur shopping ». C'est un phénomène sur lequel il faut apporter des garanties. Et quand on regarde de près, tous les oligarques ne se valent pas. Et heureusement, certains valent mieux que d'autres. Et parfois, on peut même avoir des bonnes surprises. Et je citerai un cas, mais Jeff Bezos, sur lequel on peut naturellement discuter longtemps sur ce qu'il fait à Amazon. Mais s'agissant du Washington Post, a racheté le Washington Post et depuis a développé l'investigation. Donc il ne s'agit pas de dire que les hommes d'affaires seraient par nature mauvais, mais la question c'est en revanche qu'on protège le public, les citoyens, de ceux qui utilisent les médias comme des danseuses, comme des outils d'influence. Il y a eu une première loi en France adoptée à la fin du quinquennat Hollande, qui est la loi Bloch. Madame la ministre, vous venez de dire que de nouvelles mesures seraient prises. Et c'est un propos très intéressant, et j'ai été très intéressé à voir que vous l'avez évoqué ce soir avec nous, ce sujet-là. Isabelle Roberts, il y a des exemples très concrets sur lesquels vous avez travaillé, investigué, c'est Canal+. La presse vit non pas une crise de la demande, mais une crise de l'offre. Et l'aspect très chaleureux dans nos parcours à l'un et à l'autre, c'est dès lors qu'on affiche l'ambition démocratique. Nous sommes au service des citoyens. Pour l'information libre. Les citoyens sont au rendez-vous. La bonne nouvelle de Mediapart qui a réussi son pari économique, c'est une bonne nouvelle pour toute la presse. Regardez, dès lors que vous faites bien, que vous investiguez, que vous cherchez. Voilà. Cela étant, on est dans un écosystème qui est terrible. Terrible, parce que nous, Mediapart, on a une longueur d'avance parce qu'on a démarré avant. Mais regardez, pardon de le dire, mais il y aurait tellement de choses à faire. Pourquoi n'y a-t-il pas, pourquoi n'y a-t-il pas de grande loi anti-concentration? Tout de même. Économique.
Disons qu'on avait pas mal de tabous avant l'état d'urgence, avant ce coup d'État avorté, mais je pense que tous les désaccords entre politiciens, etc., ont des conséquences devant les tribunaux au quotidien. Mais par exemple, ce qui n'a pas changé, c'est cette politique de dissuasion qu'on enchaîne de manière régulière lorsqu'il s'agit de couvrir des affaires d'intérêt public. Il y a eu, par exemple, le mois dernier, 2 procédures judiciaires intentées par le Premier ministre turc qui avait son nom et les noms de ses 2 fils dans les documents de Paradise Papers. Et avant cela, les documents de Panama Papers avaient valu à la mise en accusation de 3 quotidiens. Je pense qu'en Turquie, la définition de ce qui est d'intérêt public n'est pas assez répandue dans la société. Et il n'y a pas ce poids de la société la société turque ne manifeste plus depuis 2015 parce que, et encore si les journalistes manifestent, c'est qu'ils ont quand même ils arrivent à convaincre les gouvernements pour pouvoir les réaliser. La Turquie est devenue un pays qui est gouverné par décret. Se acabó la magia, se acabó el camino, se acabó la magia, te engañó el destino. Se acabó la magia, se acabó el camino, se acabó